Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour cette première édition de la semaine. Une édition que nous débuterons à New York où s'est ouvert la semaine de haut niveau de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le prince Albert II s'est exprimé aujourd'hui à la tribune lors du sommet de l'avenir. Nous l'écouterons dans quelques instants et nous reviendrons sur l'importance de cet événement avec Isabelle Picot, ambassadeur représentant permanent de Monaco auprès des Nations Unies. Vers une flotte de bus 100% électriques en principauté, le gouvernement princier et la compagnie des autobus de Monaco y travaillent depuis quelques années déjà. Vous verrez comment dans ce journal. Puis nous recevrons Jean-Franck Bussotti. Il est le président de l'association monégasque de normalisation qui a permis à Monaco de devenir le 171e pays membre de l'organisation internationale ISO. Et dans ce journal également, nous reviendrons sur l'ouverture de la saison de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et le corps des sapeurs-pompiers qui se forme à la langue des signes. Direction New York donc pour débuter ce journal où s'est ouvert aujourd'hui la semaine de haut niveau de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis au siège de l'ONU pour relever les défis mondiaux actuels et futurs. Rejoignons sur place notre correspondante permanente aux États-Unis. Bonsoir Alexandra Pani. Bonsoir à vous. Une semaine qui s'annonce riche effectivement du côté de l'ONU avec deux moments phares dont vous parlerez par la suite avec votre invité. Il s'agit tout d'abord du sommet de l'avenir souhaité par le secrétaire général Antonio Guterres afin de réorganiser la coopération internationale et la rendre plus efficace. Trois documents émanant de près de 3 années de réflexion et longues négociations ont été adoptés par consensus ce dimanche par les États membres. Je vous propose d'écouter un extrait du discours du secrétaire général. Je salue les 3 accords historiques qui marquent un tournant vers un multilatéralisme plus efficace, plus inclusif et fonctionnant plus en réseau. Je me suis battu pour les idées portées par ces accords depuis le tout premier jour de mon mandat et je serai pleinement engagé dans leur mise en œuvre jusqu'au tout dernier jour. Nous avons ouvert la porte. Il nous incombe désormais à toutes et à tous de la franchir. Le sommet de l'avenir se conclura ce soir. Le prince Albert II a ainsi débuté son déplacement onusien en assistant dès ce matin à ce sommet. Je vous propose d'écouter un extrait de son discours. Monsieur le Président, ce sommet constitue une étape cruciale pour le système multilatéral. Il nous offre l'opportunité de repenser le multilatéralisme, de le rendre plus apte à relever les défis mondiaux actuels et futurs, et de réduire le déficit de confiance dont pâtissent les instances internationales. C'est pourquoi il apparaît indispensable d'accélérer nos efforts pour réformer la gouvernance de nos institutions dans l'objectif de les rendre plus inclusives et représentatives des réalités actuelles. La suite de cette première journée pour le souverain sera consacrée à des événements parallèles. Nous y reviendrons dans une prochaine édition. Et demain, mardi, s'ouvrira le débat général où le prince Albert II prendra la parole dans la soirée. Le débat général est la grand-messe du multilatéralisme. Chaque année, au mois de septembre, les chefs d'État et de gouvernement s'expriment à la tribune des Nations Unies pour présenter leur engagement, leur réalisation et leur vision de la gouvernance mondiale. En cette année marquée par les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, mais aussi la crise climatique, les États membres devront redoubler d'efforts pour prouver leur engagement et leur coopération aux yeux du monde. Merci Alexandra. Vous l'aurez donc compris, cette semaine au siège des Nations Unies marque une étape décisive dans l'effort mondial. Pour mieux comprendre ce rendez-vous et développer plus en détail ces enjeux, nous sommes en duplex avec Isabelle Picot, ambassadeur représentant permanent de Monaco auprès des Nations Unies. Bonsoir Isabelle Picot. Bonsoir Émilie. Pour resituer déjà l'importance de ce rendez-vous, en quoi cette semaine de haut niveau de l'Assemblée Générale des Nations Unies représente un rendez-vous international majeur ? La semaine de haut niveau de l'Assemblée Générale est l'unique occasion pour les chefs d'État et de gouvernement et les ministres des Affaires étrangères de se rencontrer en personne, d'avoir des discussions directes. Et dans un monde particulièrement troublé et dangereux, il est très important que les gens puissent se parler directement. La communauté internationale est confrontée à des défis sans précédent. C'est l'occasion pour la principauté notamment de réaffirmer ses engagements ? Bien sûr, la principauté fait partie du concert des nations et dans ce concert des nations, il est très important pour un petit pays comme la principauté de Monaco de faire preuve de solidarité, mais aussi de réaffirmer ses principes
et je précise en particulier l'état de droit, le droit international humanitaire qui est particulièrement bafoué en ce moment, puisque dans tous les conflits, les populations civiles sont prises pour cible. Donc c'est extrêmement dangereux, le monde est très fragile et il est très important de redonner de l'espoir aux populations et surtout que les dirigeants du monde puissent avoir l'occasion de réaffirmer leur volonté de trouver des solutions auxquelles tous les peuples sont confrontés. Alors cette année, les échanges portent sur le thème « Ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix », le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. Qu'est-ce qu'il faut comprendre concrètement derrière ce thème ? Et ce thème, en fait, revient, vous savez que l'année dernière, on a eu un sommet sur les objectifs de développement durable qui, malheureusement, a mis en exergue le retard et peut-être même l'impossibilité d'atteindre ces objectifs d'ici 2030. Donc, le secrétaire général qui avait voulu un sommet pour l'avenir sur la base de notre agenda commun avait d'abord envisagé d'avoir ce sommet l'an passé, qui coïncidait avec celui des objectifs de développement durable. Donc nous l'avons tenu cette année et nous avons négocié pendant plusieurs mois 3 textes qui ont pour ambition de faire, si vous voulez, une mise au point. D'un côté, réaffirmer pour les chefs d'État et de gouvernement leur volonté de poursuivre le travail entrepris, d'œuvrer pour la paix. Le secrétaire général a annoncé un nouvel agenda pour la paix. Le premier agenda pour la paix, je le rappelle, avait été présenté par Boutros Boutros-Ghali en 1993. Donc ensuite, on a eu l'agenda pour le développement. En fait, on est dans un système pyramidal où on n'invente rien de nouveau. On essaye en fait d'adapter en fonction des défis les relations internationales pour coller au plus proche des besoins des populations. Vous venez de l'évoquer, Isabelle Picot, mais ce sommet de l'avenir était capital, hein ? Alors ce sommet pour lequel nous avons travaillé pendant de longs mois sur 3 différents textes. Le pacte de l'avenir lui-même, avec un certain nombre d'actions et de parties sur le développement durable, la paix, les droits de l'homme, pour n'en citer que quelques-uns. Ça a été extrêmement complexe parce qu'en fait, la volonté avait été de consulter au plus large. Donc le premier texte était extrêmement long puisque les facilitateurs, les représentants de l'Allemagne et de la Namibie avaient souhaité inclure dans le premier projet autant que possible les vues de la société civile. Puisque vous savez, l'ONU est une organisation intergouvernementale, donc ce sont les États qui négocient. Donc au-delà des engagements pris précédemment qui ne peuvent pas être ignorés, ce sont aussi des négociations politiques. Mais là, la volonté était d'essayer d'être à l'écoute non seulement des populations civiles, mais des ONG, du monde de l'entreprise, parce il ne faut pas se leurrer, quel que soit le domaine, les États doivent travailler avec le secteur privé pour mettre en œuvre les ODD. De surcroît, donc en plus du pacte, il y a eu la négociation sur le pacte numérique mondial. Le secrétaire général vient de publier le rapport sur l'intelligence artificielle. Nous sommes à la croisée des chemins. Je veux dire, il y a l'Union européenne a pris des législations, plusieurs États en ont pris aussi sur le numérique et l'intelligence artificielle. On ne peut pas l'éviter. Donc il y a un mouvement qui est très en profondeur et qui en même temps se heurte au fait que beaucoup de pays au monde n'ont pas accès à l'Internet, n'ont parfois même pas accès à l'électricité. Donc entre les moments où on leur dit qu'ils vont pouvoir, en fonction de leur culture, de leurs besoins, éduquer plus facilement leur jeunesse, leur population pour atteindre les objectifs, d'un autre côté, il faut reconnaître qu'il faut d'abord leur donner accès à l'électricité et à l'Internet. Donc en fait, ce sommet, c'est prendre en compte les défis, les guerres, et essayer de rassembler les divisions pour que les gens puissent se parler et puis surtout qu'on arrête le plus tôt possible les conflits dévastateurs. Eh bien, merci infiniment Isabelle Picot d'avoir été avec nous sur Monaco Info depuis New York. Merci. Merci Émilie.
Et nous reviendrons bien évidemment sur la participation de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, à cette 79e Assemblée Générale des Nations Unies à New York dans notre édition de demain. Retour en principauté avec cette avancée sensible pour les usagers de la ligne Nice-Vintimille. Suite aux multiples réunions entre le gouvernement princier, la SNCF et la région Sud, il a été présenté un nouveau plan de transport pour assurer une continuité de service pendant la période de travaux nocturnes du dimanche à jeudi. Ainsi, dans le sens Monaco-Nice, le dernier train au départ de la principauté partira à 22h02. Des bus de substitution seront ensuite mis en place. Même cas de figure dans le sens Monaco-Vintimille, où cette solution a été proposée après le départ du dernier train à 21h55. En fonction des usages constatés, les solutions de substitution pourront être ajustées. À noter que les soirs des matchs de football, la circulation des trains en soirée sera assurée, comme ce fut le cas pour la rencontre de Ligue des Champions entre l'AS Monaco et le FC Barcelone. Retrouvez tous les détails sur le site www.gouv.mc. Restons dans le domaine des transports et de la mobilité. Depuis quelques années déjà, le gouvernement princier et la compagnie des autobus de Monaco travaillent ensemble pour décarboner sa flotte de bus. Plusieurs véhicules électriques sont déjà venus enrichir le parc qui à terme devrait devenir 100% électrique. Une transition qui s'annonce méticuleuse, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage d'Alba Gingembre et Lionel Bernardi. Des bus 100% électriques pour toute la flotte de véhicules de la compagnie d'autobus de Monaco, c'est l'objectif à atteindre d'ici 2030. Le but, c'est d'arriver à une échéance la plus rapide possible pour décarboner le réseau d'autobus qui était en thermique, donc avec une énergie fossile. En émission, un électrique n'émet rien. Par contre, derrière, c'est toute la partie fabrication qu'il faut maîtriser. Donc nous, on maîtrise cette partie, en tout cas, de roulage du véhicule, la partie recyclage de la batterie. Après, la façon dont on est confectionné, personne ne la maîtrise aujourd'hui. Mais en termes d'émissions locales, on est à 0. En tout, ce sont plus de 65 véhicules électriques qui vont être mis en service. Cette métamorphose implique des travaux à plusieurs niveaux. On ne peut plus faire un plein de carburant en 5 minutes. On est obligé de jongler avec les puissances pour pouvoir recharger ces véhicules. On arrive à des valeurs quand même de charge de 150 kW qui sont énormes. Donc on peut charger ces véhicules en 2 heures, 2 heures et demie et en secondes. C'était bien sûr la sécurité. On supervise les bus H24. S'il y a un départ de feu, on a installé donc des canons à mousse aussi, qui permet de noyer le dépôt entre 3 et 4 minutes. Toutes les zones de parkage de la principauté doivent être électrifiées. Prochaine étape, le parking des pêcheurs d'ici fin 2025. Il est temps à présent de recevoir notre second invité avec qui nous allons parler de l'AMNOR, l'association monégasque de normalisation qui a permis à la principauté de devenir membre de l'organisation internationale ISO. Que cela représente-t-il pour le pays? Quelles sont les opportunités qui s'offrent désormais aux entités monégasques? C'est ce que nous allons tenter de savoir avec Jean-Franck Bussotti, président de l'AMNOR. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Pouvez-vous nous expliquer plus précisément ce qu'est l'AMNOR et à qui s'adresse-t-elle? L'AMNOR est une association, c'est l'association de normalisation nationale du pays. C'est l'homologue de l'AFNOR qui est bien connue, l'AFNOR française, avec qui nous entretenons de très bonnes relations. En fait, nous représentons l'ISO à Monaco, mais surtout, nous représentons Monaco au sein de l'ISO et nous efforçons d'être ses meilleurs ambassadeurs sur la scène internationale. Ça a été tout un processus pour en arriver là, un processus qui a finalement été très rapide parce que jusqu'alors, Monaco n'avait pas d'entité de normalisation, c'est ça? Et il est vrai qu'en 2015, lorsque je me rendais à Bruxelles aux côtés de la délégation monégasque pour les négociations avec l'Union européenne, nous avions conclu que l'absence d'une entité nationale de normalisation internationalement reconnue s'était avéré être un obstacle qui semblait totalement insurmontable. Et aujourd'hui, la mission est accomplie en moins de 5 mois. L'AMNOR est le représentant officiel de la principauté et surtout le 121e pays ayant le statut les plus élevés, c'est-à-dire de membre à part entière, ce que l'ISO appelle Full Member Body, qui dispose des plus pleins pouvoirs et du droit de vote de une voix, au même titre que la France, l'Italie, les États-Unis ou la Chine. C'est donc un réel avantage pour Monaco ?
Oui, c'est une grande force pour Monaco. Déjà, le pays entre de plein pied sur la scène internationale. Au niveau de l'image du pays et de son attractivité, c'est un élément très fort. Ça lui permet également d'asseoir sa volonté de transparence et de rigueur à l'échelle internationale économique. Et puis, c'est une possibilité qui nous est offerte également lorsqu'on essaye d'attirer des VIP à Monaco, eh bien de leur montrer que nous avons ce système qui est en place, qui est à leur service, et nous pouvons leur parler de cet outil extraordinaire qui est à leur disposition. Oui, parce que les normes ISO sont reconnues internationalement, ce sont des outils pratiques et gages de qualité pour les entrepreneurs. Oui, en fait, ce sont des normes volontaires, les normes ISO. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y en a dans tous les domaines. L'ISO est une entité énorme. On recensait 25 111 normes au 1er janvier 2024. Et la plus connue des normes est certainement la ISO 9001 sur le management de la qualité, mais citons également la 14001 concernant l'environnement. Il y a vraiment une norme ISO pour chaque type d'activité, pour chaque type de réflexion dans le monde. Et j'ajouterais que dans le domaine du développement durable, c'était l'un de nos objectifs en créant l'AMNOR. Dans le domaine du développement durable, il y a une toute nouvelle norme qui vient d'être annoncée par l'ISO. Elle s'est mise en partenariat avec les Nations Unies, tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que l'atteinte des objectifs de développement durable, eh bien, malheureusement, nous ne sommes pas sur la bonne voie pour les atteindre en 2030. Et donc, ces deux entités énormes se sont regroupées pour décider de créer une nouvelle norme de développement durable, de respect de l'être humain, de lutte contre la pauvreté, qui s'appellera la 53001 et qui sera très certainement une très grande norme mondiale. Alors concernant ce domaine, vous utilisez le mot de Graal du monde économique. Pourquoi ce terme ? Disons que l'ISO est connu de tous les entrepreneurs, donc c'est pour ça que je parle du monde économique. Nous allons certainement beaucoup plus loin puisque nous avons décidé à Monaco de la rendre accessible. Dans tous les autres grands pays, cela coûte plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros de pouvoir participer à un working group et de pouvoir également déposer, si on le souhaite, sa propre norme monégasque. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. La deuxième chose également, c'est qu'en contribuant à ces normes, c'est une stratégie de veille normative et technologique qui est assez fabuleuse. Eh bien, nous allons pouvoir, nous, Monaco, nos PME, nous insérer dans les réflexions concernant les évolutions des normes, tenter de les rationaliser et de les simplifier, et surtout, porter haut les couleurs de notre pays et faire valoir les valeurs de notre souverain pour l'environnement et pour l'humanisme et lutter contre ce que maintenant l'ISO et les Nations Unies appellent le SDGs washing, à l'image du greenwashing. On l'entend bien, donc ce sont de belles opportunités pour les entités monégasques. Merci infiniment Jean-Franck Bussotti d'avoir été notre invité ce soir pour explorer avec nous l'AMNOR. Merci. Merci Émilie. Musique à présent avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui a officiellement lancé sa saison dimanche au Grimaldi Forum. Une ouverture sur des notes du compositeur Gustave Mahler, non sans émotion car un hommage a été rendu au bassoniste de l'OPMC Franck Lavogé, disparu subitement cet été. Le reportage de José Sacré et Hugo Comassa. Moment d'intense émotion, dimanche 22 septembre, salle des Princes du Grimaldi Forum. Avant le concert d'ouverture de la nouvelle saison symphonique avec au programme la symphonie numéro 3 de Mahler, les musiciens de l'orchestre et leur chef Kazuki Yamada ont déposé une rose blanche sous le portrait de leur collègue et ami Franck Lavogé, basson solo de l'orchestre décédé opinément le 26 août dernier. Ce concert lui a été dédié. Great piece for taking the memorial for the Franck Lavogé. This piece will be very symbolic piece for us. And Franck was such a special person in OPMC. It's for every musician, it was so shocked. But I can imagine Franck wants to, Franck says, don't want to be too sad. We have to make future. And then this kind of things, all meaning is coming in this symphony.
La mezzo-soprano Gerhild Tromberger, le chœur d'enfants de l'Académie Régnier III et le chœur de femmes du CBSO Chorus se sont jointes aux musiciens de l'Orchestre Philharmonique pour interpréter ce chef-d'œuvre. Maybe Mahler thought through music everybody can be together. Everybody can, not only by religion. Yes, to be union. So without the war between religion and religion, and then we can be. I think it's his view. I think so, yeah. Quelle musique, quelle émotion. Merci à tous les musiciens et à leurs chefs. Ils se sont donnés, ils ont donné tout leur talent et leur cœur et ont fait de ce concert un moment de musique d'exception, inoubliable. Après le succès des journées portes ouvertes au sein de ces casernes, le corps des sapeurs-pompiers de Monaco a reçu la visite aujourd'hui des pompiers du Calvados pour une initiation à la langue des signes, une formation bénéfique et nécessaire en cas d'intervention auprès de personnes malentendantes et ou muettes. Le ministre de l'Intérieur, Lionel Beffre, et le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau, étaient présents pour saluer cette belle initiative. Le reportage d'Alban Jean-Jambre et Jean-Alexandre Dordet. Sur le terrain, les pompiers peuvent être confrontés à des personnes sourdes ou muettes, ce qui peut être source de complications lors d'une intervention. Les pompiers du Calvados ont donc imaginé un dispositif pour améliorer la prise en charge de cette population. À un moment donné, on peut très bien se dire on va prendre un papier, un crayon et puis on va communiquer par écrit. Sauf que vous avez près de 70% des personnes sourdes ou malentendantes qui sont dans l'incapacité d'écrire puisque ça ne fait pas partie de leur langue maternelle. Et donc la communication par écrit n'est pas bonne. Et donc l'objectif dans ce module d'acculturation, c'est de leur dire non, ne passez pas par l'écrit, plutôt passez par quelques signes de base. On a développé aussi un outil de communication opérationnelle qui permet d'être une interface entre le sapeur-pompier et la victime, où à l'intérieur nous avons des vidéos, des pictogrammes et qui permet de créer cette communication, de pouvoir poser les bonnes questions. Les pompiers du Calvados se déplacent pour former leurs homologues. Ici, 4 sapeurs-pompiers monégasques suivent la formation dans le but de pouvoir venir en aide aux personnes malentendantes. Une fois, j'ai été dans une situation où on a contacté les pompiers, mais je devais m'efforcer, moi, de m'adapter aux pompiers alors que j'étais déjà malade. C'était double travail. Donc j'ai abandonné et on espère que ça ne se reproduira plus. C'est de leur donner cette égalité-là de chance et de service en principauté, donc de pouvoir appeler le service d'urgence quand ils en ont besoin. Donc ça se passera au travers du numéro 114, qui n'est pas encore opérationnel en principauté, qui l'est en France. Donc là, on a une démarche très avancée avec la France pour pouvoir bénéficier de cette fonction en principauté. Où la personne handicapée, elle est comme les autres, elle va être prise en charge comme les autres et avec les mêmes garanties de résultats. Nous, ensuite, il nous appartiendra ici à Monaco de faire le travail à partir de la formation qu'auront reçue nos 4 ambassadeurs aujourd'hui. À l'issue de cette formation, les 4 sapeurs-pompiers auront un rôle de référent pour former le reste du corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Voilà pour cette initiative alors que nous célébrons aujourd'hui la journée internationale des langues des signes. Et chaque lundi et mercredi, Monaco Info vous permet de faire plus ample connaissance avec les restaurateurs, les artisans, les commerçants qui contribuent au rayonnement de la principauté. Ce soir, dans ce nouveau numéro de Ceux qui font Monaco, nous retrouvons Christina Tomel à la salle Hercule Fitness Club pour se dépenser un petit peu, Christina.
Oui, aujourd'hui nous avons décidé d'envoyer du lourd. Alors comme son nom l'indique, la Hercule Fitness Club fait le beau jour de tous les sportifs en principauté. Alors comment toute cette belle histoire a débuté? La réponse en images. Cette salle, elle a vraiment été faite, pensée et ouverte à tout le monde. Tout le monde peut venir, tout le monde peut s'exercer avec une super équipe et avec beaucoup de possibilités. Quelle est sa philosophie? Sa philosophie, c'est l'ouverture, que ce soit, c'est pas très spécialisé. On peut faire différents cours, on peut faire différents exercices, on peut profiter d'un lieu qui a été magnifiquement refait et on vous attend tous, bien qu'on soit déjà très nombreux, puisque plus de 1000 personnes passent ici par an, dont 500 qui ont des abonnements. Déjà, il faut savoir qu'on propose une 50aine de cours sur toute la semaine, des cours collectifs, donc dispensés par 5 coachs diplômés d'État. Ça passe des cours traditionnels comme le stretching, le body sculpt, et on a aussi des concepts, les smiles. Donc c'est des méthodes d'entraînement un peu spécifiques, des cours chorégraphiés qui sont également dispensés, et on a des cours de spinning également. Donc ça fait partie des cours collectifs que les coachs dispensent, et puis après on a accès aussi à la salle de musculation. De manière un petit peu plus autonome, les gens sont là pour pratiquer de manière plus autonome. Beaucoup d'abonnements, comme Jacques le disait, on a beaucoup de monde qui vient de tout univers, donc on a adapté la grille tarifaire pour satisfaire un maximum de personnes, à savoir des entrées unitaires, des entrées spécifiques pour le spinning, des entrées spécifiques pour les cours collectifs, des entrées spécifiques pour la musculation, en fonction des heures de la journée également. Donc voilà, tout le monde peut s'y retrouver et les abonnements sont faits pour que voilà, chacun puisse trouver chaussures à son pied, comme on dit. Alors avis aux sportifs, la Hercule Fitness Club, vous l'aurez compris, vous propose différentes sortes d'abonnements. Sachez qu'ici, l'établissement vous accueille du lundi au vendredi dès 7h du matin et ce jusqu'à 21h30. Et puis le week-end, les horaires changent un tout petit peu, 8h le matin jusqu'à 18h en soirée. Et oui, à vos baskets donc, Christinda. Avant de clore cette édition, un point sur les prévisions météo avec Sarah Inkari. Bonsoir Sarah. Après les pluies diluviennes tombées aujourd'hui sur la principauté, peut-on espérer une légère accalmie pour la journée de mardi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Oui, la vigilance jaune aux orages et pluies inondations a été levée aujourd'hui à midi sur la Côte d'Azur. Demain, nous retrouverons donc un temps plus calme avec un ciel certes gris le matin mais qui se découvrira au fil de l'après-midi. Attention toutefois aux rafales de vent annoncées à 65 km/h du côté des températures. Elles augmenteront de quelques degrés. La minimale entre 7h et 8h sera de 13 et la maximale de 23 degrés dès 15h. Enfin Émilie, nous fêterons demain la Sainte Thècle. Merci Sarah et merci à vous d'être fidèles au JT de Monaco Info. On referme cette édition avec l'ouverture de la saison symphonique de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et cet hommage rendu à Franck Lavoger. Photo signée ce soir Frédéric Nébinger. Passez une excellente soirée et à demain 19h pour une nouvelle édition sur Monaco Info.